Super. Donc, bonsoir à tous, bonsoir Québec. Donc, je vous parle en direct de l'Ontario. C'est assez rigolo parce qu'on a fait la première présentation de ce webinaire hier pour les provinces anglophones de Montréal et aujourd'hui, on fait la présentation francophone depuis l'Ontario. En tout cas, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Alors, comme je vous l'ai dit, que les dieux d'Internet sont un peu contre nous ce soir, mais on va tout faire pour que ça se déroule le mieux possible. N'hésitez pas, ma collègue est sur le chat pour vous aider si jamais vous avez des problèmes avec l'audio. Donc, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle colostrum et immunité du chaton. Et c'est un sujet pour vous dire la petite histoire derrière ce sujet, c'est une présentation en fait que j'ai faite au début du mois de mars en Floride, au World Cat Congress, qui était en fait un gros congrès avec plusieurs associations félines à travers le monde. Et c'était une présentation qui nous avait été demandée. Et c'est vrai qu'en faisant cette présentation, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments, enfin on a eu un très bon retour de la part des éleveurs félins qui y ont assisté, donc on s'est dit pourquoi pas vous la présenter à tous au travers du Canada via ce webinaire. Donc, juste pour vous donner une petite idée, pour expliquer un petit peu pourquoi c'est une présentation importante, dans mon travail actuel, comme vous le savez, je suis en charge pour Royal Canada du service technique à l'élevage. Donc je travaille avec des clients éleveurs, des refuges, etc., des professionnels des communautés canines et félines qui, comme vous le savez tous, sont malheureusement prédisposés à rencontrer des difficultés type maladies infectieuses, etc. Je pense que pour ceux d'entre vous qui ont déjà assisté à plusieurs de nos présentations au Québec, c'est quelque chose que je ressasse régulièrement, mais je pense que quand on élève des chats, on est bien conscient, en règle générale, que ce n'est pas quelque chose de facile, qu'on est souvent confronté à des difficultés et qu'il faut bien être conscient de ces difficultés parce que si on croit qu'on va mettre une femelle et un mâle ensemble et que tout va rouler facilement, c'est bien loin de la réalité. Donc dans mon quotidien, aujourd'hui, je fais vraiment le trait d'union avec vos vétérinaires. Je travaille avec beaucoup de vos vétérinaires pour justement vous aider à résoudre ces problèmes de collectivité féline. Et parmi celles-ci, alors les grands classiques qu'on retrouve souvent, diarrhée chez le chaton, infertilité, mortalité néonatale. Et justement, par rapport à ça, je reçois de plus en plus de questions sur les chatons nouveau-nés notamment. Alors on va dès maintenant définir ce que c'est pour nous un chaton nouveau-né. La néonatologie féline, c'est la période qui s'écoule de la naissance jusqu'à peu près 3 semaines, 2-3 semaines de vie. Et c'est vraiment là la néonatologie. Une fois passé les 3 semaines, on passe plus dans de la pédiatrie, ce sont des pathologies assez différentes. Donc ce soir, on va vraiment rester sur cette première période de vie du chaton. Donc comme je vous l'ai dit, je reçois beaucoup de questions sur ces chatons nouveau-nés et récemment, j'ai eu pas mal de questions, que ce soit sur le Québec ou ailleurs dans les provinces anglophones, du cas suivant, on a une chatte qui vient de mettre bas, mais malheureusement la mère elle n'a pas de lait. Donc vous vous retrouvez avec des chatons, il n'y a pas de lait et du coup on peut se demander qu'est-ce qui se passe, comment on va gérer ça. Puisque c'est sûr, alors quand je vous dis ça, c'est sûr que vous savez que si la mère n'a pas de lait, vous allez devoir vous substituer à la mère. Et là, on a fait plusieurs fois au Québec des formations sur la néonatologie féline. Rappelez-vous que quand vous devez vous substituer à la mère, c'est beaucoup de travail parce que notamment dans la première semaine de vie, on va devoir leur donner 8 repas par jour, ce qui veut dire un repas toutes les 3 heures. Donc si vous avez une grosse portée de chatons à nourrir, ça fait un énorme boulot pour le coup. Mais dans ce cas-là, donc, la mère n'a pas de lait. Généralement, les questions que je vais recevoir, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors c'est sûr, encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, vous savez qu'il faut vous substituer à la mère. Vous savez que vous allez devoir nourrir ces chatons. Mais plus que faire, les réponses que j'essaie de vous apporter aujourd'hui, c'est quelles alternatives vous avez. Comment les nourrir? On vient de parler du rythme d'administration. Quels sont les éléments importants? Truc bête, on parle souvent des problèmes d'hypothermie chez le chaton. Vous savez tous que quand un chaton a froid, il n'est pas capable de digérer correctement. Donc du coup, toujours avant de biberonner un chaton ou même de sonder un chaton, il est important de se focaliser sur sa température. Mais tout ça sont des choses dont on a déjà largement parlé lors de nos formations au Québec. L'autre question que j'ai souvent également, c'est à quoi s'attendre? Parce que vous le savez, ce lait de la mère, et surtout le premier lait de la mère dont on va parler aujourd'hui, le colostrum, joue un rôle essentiel dans le développement et la survie du chaton. Et
on peut se demander, ok, le chaton, s'il ne reçoit pas ce premier lait, s'il ne reçoit pas ce colostrum, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que c'est perdu d'avance? Est-ce qu'on peut les sauver? C'est le but de cette présentation, encore une fois. Alors, on s'appuie certes sur des données scientifiques, mais le but de cette présentation de ce soir est de vraiment vous fournir des informations très pratiques que vous pouvez mettre en place dans votre chatterie pour essayer justement d'optimiser les chances de survie de ces chatons qui pourraient se retrouver sans lait à ce moment-là à la naissance. Donc pour ça, pour avoir des éléments de réponse là-dessus, pour vous donner une approche très pratique de ce premier lait et de comment ce premier lait influence l'immunité chez le chaton, bien évidemment, on va tout d'abord s'attarder dans un premier temps sur le colostrum en lui-même. On va voir quelles sont ses caractéristiques, quels sont les points essentiels que vous, éleveurs, devez connaître quand vous élevez des chats sur ce colostrum, sur ce premier lait sécrété par la chatte. On va également discuter parce qu'il y a des choses simples que vous pouvez faire pour optimiser la qualité de ce colostrum, pour essayer de prévenir l'absence de colostrum ou prévenir les situations où malheureusement vous vous retrouvez au milieu de la nuit avec une chatte qui met bas et où il n'y a pas de lait. Donc on va vraiment essayer de vous apporter des réponses pour ces problèmes du quotidien dans l'élevage félin. Et on va également étudier un cas particulier qui est lié au colostrum, l'érythrolyse néonatale, qui est une pathologie qu'on rencontre souvent en élevage félin, que les éleveurs félins connaissent de mieux en mieux. Mon ancien chef de service, Alain Fonbonne, me disait toujours « enseigner, c'est répéter ». Donc on va repasser dessus, encore une fois, parce que c'est vraiment un des éléments importants quand on parle du colostrum, puisque c'est une des affections qui peut être liée justement à l'ingestion du colostrum. Donc, je vous l'ai déjà dit un petit peu au début, et vous avez vu le titre de la présentation. Le titre de la présentation, c'est « Colostrum et immunité chez le chaton ». Effectivement, le colostrum joue un rôle essentiel dans l'immunité de ce chaton. Mais revenons un petit peu sur le système immunitaire en général d'un individu. Le système immunitaire d'un individu, généralement, il a à peu près 3 composantes essentielles. On a besoin d'organes qui sont capables de produire des cellules immunocompétentes, donc des cellules de l'immunité. Ces cellules de l'immunité sont généralement des lymphocytes, lymphocytes B, lymphocytes T, et ces organes sont principalement le thymus et la moelle osseuse chez les animaux. Et il faut savoir qu'à la naissance, malheureusement, thymus et moelle osseuse ne sont pas encore efficaces. Ils ne sont pas encore de produire correctement ces cellules de l'immunité qui seront nécessaires pour justement supporter l'immunité, pour aider l'individu justement à lutter contre les agents pathogènes et les infections. Donc à la naissance, ces organes ne sont pas encore compétents, ne sont pas encore capables de produire ces cellules de l'immunité. Et ces cellules de l'immunité, je vous en ai déjà parlé un petit peu, ces lymphocytes, notamment les lymphocytes B. Les lymphocytes B, leur rôle en fait, c'est d'être rentrés en contact avec le pathogène, avec le virus, la bactérie, le parasite, ce que vous voulez, et de monter en fait une réponse, de conduire à la sécrétion d'anticorps. Donc voyons les anticorps comme des petits soldats qui justement sont là pour neutraliser ces agents pathogènes. Malheureusement, à la naissance, chez le chaton, les chatons ont des lymphocytes. Ils ont quelques lymphocytes, mais ils n'en ont pas beaucoup, d'une part. Et d'autre part, ces lymphocytes ne sont pas encore capables de répondre aux stimulations antigéniques. C'est-à-dire que si vous avez un pathogène, un virus, une bactérie, et que l'animal est en contact avec ce virus et cette bactérie, et bien malheureusement, il est possible que ces cellules de l'immunité ne seront pas capables de produire correctement des anticorps pour que l'animal monte une réponse immunitaire pour le coup. Alors ces anticorps, la question qu'on peut se poser, ok, on n'a pas d'organes qui soient encore capables de produire des lymphocytes. Ces lymphocytes ne sont pas encore capables de répondre correctement à une stimulation antigénique à la naissance. Qu'en est-il des anticorps? Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que ces anticorps sont absorbés via l'utérus? Est-ce qu'il y a une absorption dans l'utérus de la mère pendant la gestation qui fait que ces chatons, à la naissance, ils auraient déjà un peu d'anticorps qui seraient capables de leur procurer une petite défense face aux agents pathogènes du milieu? Donc c'est là-dessus, c'est sur ce point-là déjà sur lequel on va s'attarder, parce que c'est un élément très intéressant, et en fait, l'absorption dans l'utérus pendant la gestation des anticorps, c'est quelque chose qui varie beaucoup d'une espèce de mammifère à l'autre, d'une espèce animale à l'autre. Donc vous voyez ici un beau graphe, en fait,
qui représente en fait les différents types de placenta qu'on retrouve chez les différentes espèces de mammifères. Donc, et si vous regardez ici, ce placenta qu'on appelle, alors vous voyez tout à gauche, des placentas qu'on appelle épithélio-coriales, synépithélio-coriales. Ce qu'on voit, le but que je veux vous montrer ici, c'est qu'en fait, dans ces placentas-là, qui sont les placentas qu'on trouve chez la jument et chez le cochon, chez les petits ruminants et chez la vache, on a beaucoup de couches, on a en fait beaucoup de couches qui séparent le sang de la mère du sang du petit. Ce qui veut dire que pendant la gestation, c'est très difficile pour les anticorps de passer du sang de la mère pour rejoindre justement le sang des petits qui sont en train de se développer dans l'utérus. Dans ce type de placenta, justement, on n'a pas du tout de transfert prénatal. Et si vous êtes familier des espèces bovines et équines, vous savez certainement que dans ces espèces-là, on va en parler juste après, mais on peut avoir énormément de problèmes à cause de ce défaut de passage pendant la gestation. À l'opposé, on a le placenta hémocorial qu'on retrouve chez l'être humain et notamment chez certains rongeurs, qu'on retrouve également en partie sur le chien et le chat, c'est-à-dire que les petites zones sont de ce type-là, on va voir que ça joue un rôle. Ce placenta hémocorial, on a beaucoup moins de zones, de couches entre le sang de la mère et le sang du bébé qui est en train de se développer, ce qui veut dire que pour le coup, on a un transfert prénatal, on a des anticorps qui peuvent passer de la mère au petit pendant la gestation. Et au milieu, on a le placenta endothélio-corial, qui est le placenta type des mammifères, chiens et chats. Donc vous voyez, il y a moins de couches, en fait, que ce qu'on retrouve chez les grands animaux, mais on en a quand même beaucoup plus que ce qu'on retrouve chez l'être humain. C'est un placenta qui en plus est en partie hémocorial par endroit, donc on a un transfert prénatal qui existe chez le chaton, il est réduit, il correspond à peu près 5 à 10% que les chatons auront, enfin 5 à 10% des anticorps que les chatons auront après la naissance, mais il y a une partie de ces anticorps qui peuvent passer, et en fait ça vous montre une chose, ça vous explique pourquoi ces défauts de passage, enfin, les chatons prématurés sont un peu plus, enfin les chatons peuvent être un peu plus résistants, parce qu'en fait pour acquérir cette immunité, dans ces espèces-là où on n'a pas de transfert ou un transfert partiel, la stratégie passe par le colostrum. Le colostrum, donc on en a déjà un peu parlé, mais c'est ce premier lait de la mère, très riche en anticorps, qui justement va, par son ingestion, permettre aux chatons, aux petits, en fait, d'acquérir cette immunité. On a un transfert d'immunité de façon passive par l'ingestion de ce colostrum, qui est ce lait justement qui contient beaucoup d'anticorps et qui va permettre justement ce passage d'anticorps chez le chaton, chez le chiot. Et pourquoi c'est important? Parce que ce que je vous disais sur les grands mammifères, en fait, comme on n'a pas de transfert prénatal, une des principales causes de mortalité néonatale est souvent le défaut de transfert colostral à la naissance. Des chatons qui ont pas, des veaux, des poulains qui n'ont pas été capables de recevoir le colostrum à la naissance, ils sont beaucoup plus fragiles parce qu'ils ont absolument zéro anticorps. Donc leur situation est très critique. Sur des chatons, la situation, on va voir, est difficile, mais elle n'est pas aussi critique que ce qu'on retrouverait chez un chiot, chez un chaton, chez un poulain, chez un bovin, parce qu'on a ce transfert prénatal partiel, parce qu'on a une partie des anticorps, 5 à 10%, qui vont passer à travers le placenta. Donc vos chiots et chatons sont déjà un peu plus résistants quand même à la naissance que ce qu'on retrouverait chez des veaux et des poulains. Mais ce colostrum, alors c'est intéressant parce que souvent, il m'arrive de discuter avec des éleveurs et quand je parle de colostrum, on me dit oui, mais comment tu fais la différence avec du colostrum? On ne peut pas faire la différence. Le colostrum ou du lait, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est pas du tout la même chose. Le colostrum, alors on va parler, je vous ai déjà parlé de son rôle en termes d'immunité, puisque c'est le premier lait de la mère riche en anticorps qui justement va fournir son premier système immunitaire au chaton. Mais le colostrum a beaucoup plus de rôle que ça. Le colostrum, c'est également un booster énergétique. La teneur énergétique du colostrum est plus élevée que ce qu'on va trouver sur du lait. Le colostrum contient énormément d'enzymes qui participent au développement et au bon démarrage de ces chatons. Le colostrum contient des antitrypsines qui sont justement des molécules qui empêchent la digestion des anticorps. Donc c'est vraiment un composé qui a beaucoup plus de fonctions
que le simple transfert de l'immunité. Gardez à l'esprit que, entre autres, c'est vraiment un booster énergétique et que ce colostrum, il est vraiment essentiel pour le bon démarrage des des chatons et pour leur bon développement par la suite. Mais alors, vous me direz, quand on est dans la chatterie, au milieu de la nuit, et qu'on voudrait juste, et qu'on a la chatte qui est en train de mettre bas, comment est-ce qu'on pourrait faire la différence entre ce colostrum et ce lait? Et c'est pas quelque chose de facile, clairement, mais d'un point de vue pratique, une chose que vous pouvez faire facilement, c'est regarder la couleur, parce que le colostrum, il a souvent cette teinte jaune qu'on va retrouver. Et cette couleur jaune, en fait, elle est corrélée à la concentration en anticorps. Plus c'est jaune, plus, entre guillemets, c'est concentré en anticorps. Et c'est une façon semi-quantitative, très subjective, je vous l'accorde, mais aujourd'hui, à votre niveau, c'est la meilleure façon d'évaluer, entre guillemets, cette qualité du colostrum. On va en reparler un petit peu après, mais si le colostrum a cette couleur jaune, le lait, quant à lui, par contre, est totalement blanc. Donc si vous voyez des sécrétions mammaires blanches, ça signe la présence de lait et non ou de colostrum extrêmement dilué, et du coup on pourrait suspecter en fait sa concentration en anticorps et du coup sa qualité. Donc c'est quelque chose d'important à retenir d'un point de vue purement zootechnique, une chose que vous pouvez faire pour savoir si la chatte produit ou non du colostrum et évaluer, encore une fois c'est très subjectif, mais c'est le meilleur moyen que vous avez. Regardez la couleur permet d'évaluer en quelque sorte la qualité de ce colostrum. Alors revenons par contre au rôle que le colostrum joue sur l'immunité. Maintenant, vous savez que ça a beaucoup de rôles. Je vous l'ai dit, c'est une sécrétion très riche en anticorps. Et sur ce graphe ici, vous voyez en fait la concentration d'anticorps dans le colostrum. Alors on a ici différentes classes d'anticorps, hein, les immunoglobulines G, ce qu'on appelle IgG, qui en fait immunoglobuline c'est un synonyme d'anticorps, IgA, IgM. Et vous voyez ce qui joue un rôle essentiel, c'est vraiment ces immunoglobulines du groupe G. Donc vous voyez qu'à la naissance, on en a vraiment beaucoup, mais qu'en fait cette concentration va chuter très rapidement. Et en fait, on voit que dès la fin, un jour après le début de la sécrétion du lait, un jour après normalement la mise bas, on a une diminution importante de ce taux d'anticorps. Ce qui nous montre, on a une diminution importante de la quantité d'anticorps qu'on retrouve dans le colostrum. Ce qui nous montre tout simplement un élément extrêmement important à garder en mémoire, c'est que la phase de sécrétion colostrale chez la chatte dure à peu près 24 heures. Élément intéressant, on a dans le colostrum 2 fois plus d'immunoglobulines que dans le sérum de l'adulte. Alors, ce qui fait que chez la chatte, le colostrum reste le fluide le plus concentré en anticorps. Ça, c'est un fait. Mais la situation est un peu moins critique que ce qu'on pourrait trouver chez le chien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand j'étais à l'école vétérinaire, j'avais la chance d'enseigner aux étudiants. Et souvent, quand on discutait avec les étudiants, on se rendait compte qu'une des choses qui revenait fréquemment pour eux, c'est qu'un chat, d'après eux, c'était comme un petit chien. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On sait que le chat a ses spécificités, est vraiment une espèce à part. Et on le voit notamment au niveau du colostrum. Si chez le chaton, le colostrum, on a une différence que d'ordre 2 entre la concentration dans le colostrum et la concentration d'anticorps dans le sérum de l'adulte, dites-vous que chez le chien, quand on regarde la concentration des immunoglobulines G, le colostrum est 120 fois plus concentré que le sérum de l'adulte. Et ça va jouer un rôle essentiel parce que ça va nous permettre d'avoir justement des alternatives en cas d'absence de colostrum qui sont assez intéressantes, notamment en chatterie. Alors, je vous ai parlé de cette phase colostrale de la lactation et j'insiste encore une fois sur le fait que cette phase colostrale, elle dure 24 heures. Et je n'ai pas encore insisté dessus, mais elle dure généralement 24 heures après le début de la lactation. Et non après forcément la mise bas, puisque c'est moins fréquent chez la chatte. Mais vous avez peut-être vu déjà dans votre activité d'élevage, parfois vous avez des chattes qui vont commencer à avoir du lait, parfois quelques jours avant la mise bas. Alors, ce lait qu'elles ont quelques jours avant la mise bas, il peut s'agir de colostrum si ça se trouve. Et encore une fois, une des façons de l'évaluer, ce serait de regarder la couleur. Mais la qualité de ce colostrum risque pour le coup de se dégrader. Et au moment où les chatons arriveront, il n'est pas impossible que malheureusement cette qualité soit vraiment mauvaise et que du coup ça n'apporte pas forcément autant d'immunité
que ça aurait pu apporter si on avait eu du colostrum de très bonne qualité. J'insiste sur le 24 heures également parce que ces 24 heures, alors quand moi j'étais étudiant, je me souviens d'un cours que j'avais eu, on parlait de le colostrum est sécrété pendant 48 à 72 heures après le début de la lactation. Mais dans d'autres bouquins de médecine vétérinaire, dans d'autres bouquins un peu anciens, je trouvais parfois également écrit « Le colostrum est produit pendant les 10 premiers jours après le début de la lactation ». Gardez à l'esprit que c'est uniquement pendant les 24 premières heures après le début de la lactation. D'où, pour le coup, pour vous, une chose importante, vous devez être capable, vous devez garder un œil sur quand la chatte va commencer sa lactation. Parce que dès qu'elle commence sa lactation, il est probable qu'elle sécrète du colostrum. Et alors souvent, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais si on doit palper les mamelles, faire éjecter le lait pour voir si elle débute la lactation, est-ce que ça ne risque pas d'induire la mise bas chez la chatte ?» Parce que quand on fait ça, en expulsant le lait, ça favorise la synthèse d'ocytocine, etc., qui peut conduire à des contractions utérines. C'est vrai, l'ocytocine peut conduire à des contractions utérines. Cependant, pour que l'ocytocine, pour que ça déclenche une mise bas, pour cela, il faudrait que vous ayez à ce moment-là des récepteurs à l'ocytocine au niveau de l'utérus. Ce qui n'est pas le cas parce que ces récepteurs n'apparaîtront que suite à la cascade d'événements hormonaux qui se produisent juste au moment de la mise bas. Donc, on peut, de façon sûre, récupérer du colostrum, vérifier si la femelle produit du lait ou pas avant la mise bas, sans risquer d'induire une mise bas prématurée, parce qu'il n'y a pas encore de récepteur à l'ocytocine et il y a peu de chances que ça n'induira pas de mise bas pour le coup chez la chatte. Alors, vous avez vu que du coup, vous devez vous focaliser sur quand la chatte va commencer à produire du lait et du coup du colostrum. Mais l'autre élément important, certes, il faut que le colostrum soit produit. On a vu que sa phase de sécrétion est relativement courte, 24 heures après le début de la lactation. Mais il faut également après que les chatons l'absorbent. Donc, on en avait un peu parlé déjà, mais cette absorption des immunoglobulines du colostrum, elle se produit au niveau de l'intestin. L'intestin est perméable pendant un certain temps à ces immunoglobulines qui vont traverser donc la barrière intestinale et du coup se répartir dans l'organisme de l'animal et constituer son premier système immunitaire. Par contre, cette absorption intestinale des immunoglobulines, là encore, dans le passé, on disait « les chatons sont capables de l'absorber pendant 48 heures, pendant 72 heures ». On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas et que cette période d'absorption est beaucoup plus réduite. Et en fait, on sait que cette période d'absorption est réduite, se résume généralement uniquement dans les 12 à 16 heures après la naissance. C'est une étude qui date de 1996, une étude très intéressante, qui montre qu'en fait, passé 16 heures après la naissance, les chatons ne sont plus capables d'absorber le colostrum. Donc, vous voyez que pour le coup, il faut non seulement avoir une sécrétion colostrale à leur donner, mais il faut en plus qu'après la naissance, le plus rapidement possible, ils ingèrent ce colostrum pour que justement ce colostrum leur procure cette immunité dont ils ont besoin pour résister notamment aux agents pathogènes du milieu. D'un point de vue pratique, un système immunitaire efficace après la naissance sur nos chatons, du coup, c'est beaucoup une question de timing. On doit permettre à ces chatons d'ingérer très rapidement ce colostrum pendant cette phase de sécrétion colostrale, pendant ces 24 premières heures de lactation. Mais il y a aussi une question de quantité. Il est sûr que pour le coup, vous comprenez bien que plus un chaton boit du colostrum, plus il ingère une grande quantité d'anticorps et plus, quelque part, il sera protégé. Mieux il serait protégé. Donc, la quantité de colostrum joue certainement un rôle sur la qualité du système immunitaire du chaton, puisque plus il a d'anticorps, mieux il est armé pour résister à ces pathogènes qu'on a dans l'environnement. Mais il y a également une question de qualité, puisque c'est bien de vendre du colostrum, mais je vous ai parlé de cette histoire de couleur. Qu'est-ce qu'on peut penser d'un colostrum, d'un premier lait de chatte qui a l'air d'être très blanc et qui pour le coup peut faire penser qu'il n'est pas très concentré en anticorps? C'est sûr que la qualité va jouer un rôle et ça aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à évaluer. Néanmoins, il y a des choses que vous pouvez faire, vous à votre niveau, pour essayer d'optimiser au mieux cette qualité colostrale. Alors pour en revenir sur la qualité, pour vous expliquer un petit peu pourquoi c'est vraiment difficile de l'évaluer, si vous êtes familier, encore une fois, des espèces bovines et équines, je prends toujours ces exemples-là parce que d'un point de vue néonatologie, ce sont les espèces mammifères où on a le plus de connaissances aujourd'hui. Mais chez le poulain, enfin chez les équidés, chez les bovidés,
on peut déterminer la qualité du colostrum. On a des petits tests que vous voyez sur la gauche. Alors, en fait, ça c'est un réfractomètre qui va vous dire que vous allez prendre une goutte de colostrum, le mettre dans ce réfractomètre, et ça va nous permettre de déduire approximativement la concentration en anticorps de ce colostrum, et du coup on sait que à tel niveau c'est très bon, moyen, mauvais. Et en fonction de cette qualité du colostrum, du coup, l'éleveur de grands animaux peut décider s'il doit donner ce colostrum à ce poulain ou à ce veau, ou est-ce qu'il doit se tourner vers une banque colostrale, parce que dans ces espèces-là, ils ont la chance d'avoir accès à des sortes de banques de colostrum où ils peuvent justement récupérer du colostrum congelé, etc., ou réfrigéré, qui peuvent du coup, pour le coup, donner à leur nouveau-né. Donc, mais ils ont cette capacité de déterminer si c'est bon ou pas. Aujourd'hui, chez le chat, ce type de test, on avait demandé est-ce qu'on pourrait utiliser ce type de test. Pourquoi pas? Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas les interpréter. On n'est pas capable de dire chez le chat si c'est très bon, moyen, en se basant sur les tests qui sont utilisés chez les équins et chez les bovins. Donc, à l'heure actuelle, d'un point de vue purement pratique, encore une fois, même en clinique vétérinaire, on n'a pas de moyen facile de déterminer la qualité du colostrum. Il en existe. On a des tests qui nous permettent aujourd'hui de calculer la quantité d'anticorps dans le colostrum des chattes et des chiennes. Par contre, ce sont des tests aujourd'hui qui, très honnêtement, se résument principalement, qui sont principalement utilisés dans les centres de recherche et qu'on retrouve quasiment jamais, pour être franc, dans les cliniques vétérinaires aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas des outils que nous, vétérinaires, avons en routine pour justement vous dire, cette chatte-là, elle a un très bon colostrum, celle-là, son colostrum est de moins bonne qualité. La seule astuce qu'on a aujourd'hui vraiment, et qui reste subjective, semi-quantitative, tout ce que vous voulez, mais c'est la mieux qu'on a, c'est vraiment regarder cette couleur, et plus c'est bleu, pardon, je pense aux yeux du chat, plus c'est jaune, meilleure est la qualité. Ce colostrum, en fait, il est constitué par les anticorps les anticorps de ce colostrum viennent de la mère. Et du coup, ces anticorps proviennent en fait des maladies, des vaccins que la mère a reçus. La mère a produit des anticorps suite aux vaccinations qu'elle a reçues, et également des maladies que la mère a rencontrées, puisque suite à une maladie, elle a dû produire des anticorps qui lui ont permis de se défendre contre cette maladie. Donc vous voyez que les anticorps retrouvés dans le colostrum de la mère proviennent des maladies contre lesquelles la mère est vaccinée et des maladies que la mère a rencontrées au cours de sa vie. Et du coup, alors je sais qu'à l'heure actuelle, il y a de grands débats sur la vaccination, doit-on vacciner ou pas, etc. Et le but de ce soir est vraiment pas de rentrer dans ce débat. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet et disponible pour vous éleveurs, donc je vous invite à la consulter. Vous allez sur des sites comme le site de la WSAVA, qui est World Small Animal Veterinarian Association. Vous avez des guidelines qui ont été publiés, etc. Donc n'hésitez pas à les consulter par rapport à ce problème de vaccination et ces questions que vous pouvez vous poser. Mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, la vaccination reste la meilleure façon pour l'animal de produire de façon conséquente des anticorps. Et pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que je pense qu'en élevage félin, se priver de la vaccination, c'est toujours un gros risque. Pourquoi ? Il y a quelques années de ça, je suivais un élevage en France. Et dans cet élevage, en fait, ils étaient venus nous voir en nous disant, écoutez, on a décidé d'arrêter de vacciner parce que les vaccins sont mauvais, etc. Donc, encore une fois, nous, on se base sur les données qu'on a, mais c'était la motivation de ces gens-là. Ils avaient décidé d'arrêter de vacciner. Ils ont arrêté de vacciner. Et quelques mois après l'arrêt de la vaccination, ils ont commencé à voir apparaître des chatons qui mouraient au sevrage, des morts subites, puis des gastro-entérites hémorragiques, etc. Et en fait, quand on a réussi à diagnostiquer ce qui se passait, on a isolé en fait le virus de la panleucopéniphéline, qui est un virus que vous connaissez bien en général en élevage félin, qui est un virus qui cause des gastro-entérites hémorragiques, qui peut causer des mortalités aiguës au sevrage et qui est certainement une des causes principales de mortalité au sevrage dans les élevages. Mais comme ils avaient arrêté de vacciner et que ce parvovirus là, il est bien présent, il est toujours, il reste quand même assez fréquent. Ils ont vu ces problèmes réapparaître parce qu'une collectivité féline, comme vous le savez, et là encore une fois, vous éleveurs félins êtes très sensibilisés aux maladies infectieuses parce que vous savez que les chats en collectivité, malheureusement, par rapport aux facteurs stress, etc., ils ont beaucoup plus de chances de développer ces maladies infectieuses. Et aujourd'hui, quand on a introduit la vaccination, ça a été la meilleure défense qu'on avait contre ces maladies.
Donc encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de débats et on pourrait passer des heures juste sur cette diapo à discuter de ça, mais je pense que c'est vraiment la meilleure arme que vous avez aujourd'hui pour booster la quantité d'anticorps dans le colostrum de vos animaux. Et alors, chaque élevage a des protocoles de vaccination différents. Ça, je le raconte à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à discuter avec votre vétérinaire pour qu'en fonction de votre situation propre, de votre contexte d'élevage, il puisse mettre sur pied le protocole de vaccination qui est le mieux adapté à votre structure. Parce que c'est vraiment ça qui va permettre au colostrum d'optimiser au mieux la qualité du colostrum en termes notamment d'anticorps. Et puis il y a un autre élément sur lequel vous pouvez travailler, justement pour optimiser cette qualité du colostrum, c'est sur la gestion de l'alimentation. Je vous en ai déjà parlé un petit peu et je vous ai dit que souvent à l'école vétérinaire, j'avais des étudiants qui résumaient le chat à un petit chien. Ce qui, encore une fois, on le sait aujourd'hui, n'est pas du tout le cas. Et notamment au niveau de l'alimentation pendant la gestation, il y a de grosses différences. La chienne, on va commencer à augmenter la densité énergétique de sa ration pendant la gestation aux alentours de 40 jours de gestation. Et pas avant, parce que si on le fait avant, eh ben malheureusement, on va avoir si on le fait avant, on risque d'avoir un excès d'énergie, parce que les chiots prennent 70% de leur poids final dans les 20 derniers jours de gestation, ce qui pourrait conduire du coup à malheureusement un défaut des problèmes au moment de la mise bas. Chez la chatte, c'est totalement différent. Chez la chatte, en fait, on va augmenter la quantité d'énergie dans l'aliment dès le début des chaleurs. C'est très différent de ce qu'on fait chez le chien, et la raison, en fait, elle est liée à la lactation. Pendant la lactation chez le chien, alors rappelez-vous que la lactation, c'est la phase qui nécessite le plus d'énergie pendant la vie d'un animal. Et chez le chien, pour justement maintenir cette lactation, toute l'énergie dont ils ont besoin, ils peuvent la puiser dans leur aliment. Alors chez la chatte, ce ne sera pas le cas. Chez la chatte, la qualité du lait est conditionnée, et la capacité à maintenir une lactation et, pour le coup, à produire du colostrum correctement, est conditionnée par la présence de réserves énergétiques qu'elle constitue pendant la gestation. Et du coup, la façon dont vous nourrissez vos animaux pendant la gestation, justement, va permettre chez la chatte de faire ses réserves, parce qu'une fois qu'elle commencera à allaiter les chatons, elle ne sera jamais capable de soutenir les besoins énergétiques de la lactation. Donc, elle aura besoin de l'aliment et de ses réserves de matière grasse qu'elle a faites pendant la gestation. Et si vous optimisez l'alimentation pendant la gestation, de façon indirecte, vous optimisez la qualité du lait. Aujourd'hui, on sait qu'une chatte bien alimentée pendant sa gestation a un lait de meilleure qualité et pour le coup, optimise également la qualité du colostrum. Rappelez-vous que le colostrum n'est pas uniquement qu'un concentré d'immunoglobuline, n'est pas uniquement qu'un concentré d'anticorps. Il contient également c'est également un booster énergétique qui contient beaucoup d'enzymes et pour optimiser justement le bon développement des chatons pendant les premiers jours de vie, vous pouvez à votre niveau jouer sur l'alimentation pour optimiser la qualité du colostrum. Donc vous avez vu qu'il y a des petits trucs que vous pouvez faire, des choses que vous pouvez faire en partenariat avec votre vétérinaire pour optimiser cette qualité du colostrum. Par contre, revenons à notre problème de départ maintenant. Ok, on sait qu'on peut l'optimiser, mais qu'est-ce qu'on fait si la mère n'a pas de lait? Rappelez-vous, 2 chats sur 3 mettent bas au milieu de la nuit, donc qu'est-ce qu'on fait si malheureusement on se retrouve avec un animal qui ne produit pas de lait et qu'on a ses chatons nouveau-nés? Comment peut-on faire justement pour remplacer cette solution, ce côté immunitaire du colostrum? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des alternatives aujourd'hui qui sont bien décrites en médecine vétérinaire chez le chaton, et on a justement beaucoup de données que je vais vous présenter maintenant. Le colostrum contient des anticorps, et je vous ai parlé de la différence entre la concentration en anticorps du colostrum versus la concentration d'anticorps dans le sérum. Donc une possibilité, le sérum c'est la partie du sang qui contient justement ces anticorps. Une alternative qu'on aurait, ce serait de récupérer du sang sur un adulte, le centrifuger et récupérer donc du coup le sérum et le donner au chaton pour que de façon indirecte, celui-ci permette de fournir les anticorps dont l'animal a besoin à la naissance. C'est une stratégie qui a été étudiée notamment dans les refuges. Vous avez cette étude très intéressante de Julie Lévy en 2001. Où, alors si vous regardez le graphe ici, vous voyez cette courbe en bleu là, sont les chatons qui n'ont pas eu de colostrum à la naissance. Et vous voyez que pour le coup, le taux d'immunoglobuline dans le sang de ces chatons reste bas et ne commence à augmenter que vers 4-5 semaines, progressivement, puisque c'est à partir de là où les cellules de l'immunité commencent à être capables de se débrouiller par elles-mêmes, je dirais. En rose, vous avez les chatons qui ont pris le colostrum. Donc vous voyez, ils prennent le colostrum et tout de suite, ping,
vous avez une quantité importante, enfin, vous avez une augmentation importante du taux d'immunoglobuline dans leur sang. Et après, en rose et en bleu turquoise et rouge, vous avez les chatons qui ont reçu du sérum. Du sérum par voie sous-cutanée, du sérum par voie intrapéritonéale. Alors, les injections par voie intrapéritonéale, c'est jamais quelque chose de sympathique à faire. Mais ce qui est intéressant à montrer ici, c'est qu'ils ont reçu ce colostrum, enfin, ils ont reçu ce sérum, et du coup, alors certes, ils ont moins d'anticorps dans leur sang que les chatons qui ont reçu du colostrum, du vrai colostrum à la naissance, mais néanmoins, on n'est pas très très loin. Donc, l'utilisation de sérum chez le chaton peut être intéressante pour le coup pour booster cette quantité d'anticorps si jamais malheureusement le chaton la mère produisait pas de colostrum. Et on voit qu'on peut le faire par voie sous-cutanée, on peut également le faire par voie orale, donc l'administrer oralement. Donc le sérum peut être une alternative intéressante chez le chaton pour justement compenser l'absence de colostrum. Mais on peut se poser la question du côté pratique. Parce que dans cette étude, en fait, ils ont donné aux chatons 5 ml de sérum à la naissance par chaton. 5 ml à la naissance, 5 ml à 12 heures, 5 ml de sérum à 24 heures. Ce qui fait un total d'à peu près 15 ml de sérum à administrer au chaton. Alors on pourrait déduire la partie qu'on a en fait à 24 heures, puisqu'on sait qu'il est important surtout qu'ils absorbent ce colostrum dans les 16 premières heures de vie. Mais pour le coup, pour avoir ne serait-ce que 10 ml de sérum, il nous faut à peu près 20 ml de sang. Donc vous comprenez que d'un point de vue pratique, si on a une grosse portée notamment, ça fait beaucoup de sang à récolter. C'est pour ça que c'est souvent des alternatives qui sont beaucoup utilisées en refuge, où là ils ont accès à beaucoup de chats, où ils peuvent justement essayer de récolter suffisamment de sang pour produire ce sérum, et qui est plus difficile, je ne vous le cache pas, d'un point de vue pratique à mettre en place dans une chatterie. Néanmoins, c'est quelque chose d'intéressant à savoir, parce que si, notamment sur des portées, on a un seul chaton, etc., c'est quelque chose qui peut être fait justement pour aider ces chatons à recevoir le colostrum dont ils ont besoin. D'un point de vue pratique également, avant de récupérer du sang sur un individu adulte, gardez à l'esprit qu'il est important d'être sûr que ces individus, ne soient pas malades, notamment avec deux maladies principales, le FELV, donc la leucose féline, et le FIV, le sida du chat, puisque vous ne voulez pas transmettre ces maladies chez le chaton dès la naissance. Donc c'est toujours important, à mon sens, pour vous, si vous devez opter pour cette utilisation du sérum, d'utiliser un chat adulte de votre élevage, puisque ce chat adulte de votre élevage, dans son sang, il a des anticorps en plus contre les pathogènes spécifiques à votre chatterie. Donc c'est la meilleure chose que le chaton peut recevoir pour justement se défendre contre les maladies présentes dans l'environnement, dans votre environnement spécifique. Alors l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est qu'en est-il de l'utilisation de dérivés colostraux? Sur le marché, vous avez peut-être déjà vu ces dérivés colostraux qui sont vendus notamment pour les espèces équines et bovines, des colostrums, des poudres qu'on peut hydrater, donc du colostrum déshydraté, etc. Et c'est quelque chose qui a été étudié pour le coup. Chez le chat, ils ont nourri en fait, alors vous voyez en bas, donc en bleu, les chatons nourris avec le colostrum, et là encore une fois, on voit l'augmentation importante du taux d'anticorps. Et puis des chatons qui ont reçu, donc en turquoise et en violet, des immunoglobulines équines, donc provenant de ce colostrum équin déshydraté. Et on voit qu'on arrive là aussi à augmenter la quantité d'anticorps dans le sang de ces chatons, s'ils ne reçoivent pas le colostrum. Donc ça pourrait être une alternative. Cependant, il faut garder à l'esprit que le colostrum équin, le colostrum bovin, contiennent des anticorps qui sont spécifiques aux agents pathogènes de bovins et d'équins. Donc, un herpès virus, par exemple, un herpès virus félin sera très différent d'un herpès virus équin, d'un herpès virus bovin. Et ce qu'on a vu dans ces études, en fait, c'est que certes, on est capable d'augmenter de façon artificielle la quantité d'anticorps que ces chatons ont dans leur sang. Par contre, ces anticorps, quand on les met en présence d'agents pathogènes, ils ne sont pas capables de les neutraliser. Ils ne sont pas capables de neutraliser les agents pathogènes auxquels vos chats seront confrontés. Donc, malheureusement, c'est une alternative qui peut sembler intéressante sur le papier, mais qui, d'un point de vue transfert d'immunité et surtout obtention de cette immunité dans tout le corps de l'animal, ne sera pas intéressante chez le chaton. Ces dérivés colostraux, alors dans certains pays, notamment aux États-Unis et en France, ils existent, ils sont en vente libre, des fois pour chiots et chatons, et il faut savoir que ce sont principalement des boosters immunitaires, énergétiques, ça n'a aucune valeur immunitaire, et en fait, la seule immunité que ça peut procurer, parce qu'ils proviennent souvent de colostrum bovin ou équin, c'est une immunité locale au niveau du tube digestif.
Donc certes, et c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que la principale voie d'entrée des agents pathogènes, aujourd'hui chez ces chatons, etc., c'est principalement au niveau du tube digestif pendant les premiers jours de vie. Donc, si vous avez accès à des dérivés colostro pour chiens et chats, qui existent aujourd'hui sur le marché, il est intéressant, sont des alternatives qui peuvent être intéressantes, sont des bons boosters énergétiques, mais gardez à l'esprit que jamais ils ne vous procureront cette immunité systémique que vous pouvez obtenir avec les dérivés, enfin avec le colostrum de chaton, avec le colostrum de la chatte. L'autre alternative que vous avez au niveau du colostrum, je vous ai dit, un des points importants pour le colostrum, c'est que c'est un booster énergétique. Alors, une chose que vous pouvez faire, avant tout ça, c'est éventuellement, si vous voyez que la chatte commence à produire du lait bien avant la mise bas, essayez de récolter ce lait et de le congeler. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est des choses qu'on fait chez le chien. Chez les chiennes, si elles commencent à produire du lait bien avant, on le récolte, on le congèle au congélateur à moins 18, moins 20 degrés, et on va pouvoir ainsi le conserver pendant 6 mois, 1 an. Et par la suite, si on en a besoin, on peut le décongeler au bain-marie, toujours au bain-marie, parce que si vous utilisez un micro-ondes, malheureusement, ça va détruire tout ça, puisque le micro-ondes à haute température, ça va détruire les protéines, donc il faut toujours le faire au bain-marie à 37 degrés. Et c'est une alternative qu'on utilise beaucoup en chien. Par contre, en chat, c'est toujours un challenge, parce que certaines chattes ne se laisseront pas forcément traire de la sorte. Alors, j'ai toujours rêvé d'essayer de faire ça sur un Maine Coon, parce que je pense que ce serait assez facile, mais jamais eu l'opportunité. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est toujours quelque chose qui peut se tenter. Vous connaissez vos chats, vous connaissez comment ils peuvent réagir. Et si jamais vous voyez qu'elles commencent à produire du lait bien avant, pourquoi pas essayer de le récolter? En règle générale, on recommande de donner entre 1 à 5 millilitres par 100 grammes de chaton à la naissance pour essayer justement de compenser cette absence ou cette diminution dans la qualité du colostrum. Donc c'est quelque chose qui peut être tenté. Et voilà pourquoi je voulais vous parler de ce côté booster énergétique. Alors certes, le colostrum, si malheureusement on se retrouve dans le cas classique, 2 chattes sur 3 mètres bas au milieu de la nuit, généralement entre 2 heures et 3 heures du matin pour faire bien les choses. Et dans ce cas-là, si jamais vous vous retrouvez dans le cas où la mère ne produit pas de lait, il est important d'avoir un plan B, un plan de secours. Et je pense que tout éleveur, quand on a un animal qui s'apprête à mettre bas, il est important d'avoir un lait maternisé sous la main, un lactoremplaceur dédié à l'espèce féline, justement pour vous permettre de parer aux situations difficiles éventuelles. Vous savez que quand on élève des chatons, quand on élève des chats, je pense qu'il faut toujours être prêt. Il faut toujours être prêt à faire face aux situations difficiles, et notamment au niveau de la mise basse, c'en est une qui peut survenir, cette absence de lait. Soyez prêts. Un lactoremplaceur dédié de bonne qualité pourra avoir cette action de booster énergétique et justement procurer à ces chatons cette énergie dont ils ont besoin pour bien se développer pendant les premiers jours de vie. Donc, ayez ces produits sous la main au cas où, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un petit point aussi que je voulais souligner ici, et que je répète toujours, mais enseigner c'est répéter encore une fois, je parle souvent avec des gens qui me vantent les bénéfices du lait de chèvre, et encore une fois, le lait de chèvre était peut-être une bonne alternative il y a 10-15 ans de ça. Aujourd'hui, on sait que la composition du lait de chèvre est très différente de ce qu'on trouve dans le lait chez la chatte, dans le lait produit chez la chatte. Et si ça vous intéresse, on a un blog là-dessus qui est présent sur notre site web. Allez le consulter, vous verrez les différences en termes de composition. Donc certaines personnes me disent ils l'utilisent et tout va bien, super. Et encore une fois, c'est tout ce que je demande, tant mieux. Si ça va bien pour vous, c'est très bien. Mais j'ai aussi beaucoup de clients qui me rapportent qu'après l'utilisation de lait de chèvre, quelque chose à laquelle on peut s'attendre, les chatons ont développé des diarrhées. Donc, si vous voulez les placer dans les meilleures conditions possibles, ayez sous la main un lactoremplaceur dédié à l'espèce féline. Il en existe sur le marché aujourd'hui. N'hésitez pas à vous renseigner pour en avoir un au moment de la mise bas. Et on pourrait se poser la question quand même, du coup, est-ce que le chaton a besoin impérativement de ce colostrum? Est-ce qu'il a besoin impérativement du colostrum pour survivre? Et vous savez aujourd'hui, certainement dans votre expérience, et après ce que je vous ai dit aussi ce soir, que si on met en place des soins appropriés, qu'on est très consciencieux et qu'on fait très attention à l'hygiène de la maternité, etc., il est possible que des chatons sans colostrum, qui n'ont pas reçu le colostrum, survivent et
et vivent tout à fait normalement. On peut sauver des chatons. On sauve des chatons qui naissent et qui ne reçoivent pas le colostrum. C'est un fait. Et c'est ce que cet article vous montre là. On peut sauver des chatons qui naissent en colostrum. Et c'est d'autant plus vrai que on va maintenant attaquer la dernière partie et un des effets secondaires potentiels du colostrum qu'il faut surtout avoir bien à l'esprit en élevage félin, c'est l'érythrolyse néonatale. Puisqu'en fait, en fonction du groupe sanguin des chatons, ce colostrum peut parfois devenir toxique pour les chatons et malheureusement, au lieu d'être bénéfique, potentiellement entraîner une augmentation de la mortalité néonatale. Et très rapidement, chez les chats, vous avez 3 groupes sanguins. Et ces 3 groupes sanguins, donc on a A, AB et B, et en fait, ce qu'on sait, c'est que les individus du groupe B ont dans leur sang, de façon naturelle, beaucoup d'anticorps dirigés contre les globules rouges des individus de groupe sanguin A. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le déterminisme génétique des groupes sanguins chez le chat. Et là encore, si ça vous intéresse, allez sur notre site web. On a dans la partie publication un article qui vous explique tout ça. Mais pour le coup, ce qui peut se produire, c'est que si jamais vous croisez une femelle de groupe B avec un mâle de groupe A, de par le déterminisme génétique, il est probable qu'on se retrouve avec des chatons de groupe sanguin A. Et je vous ai dit que les mères de groupe B, dans leur sang, elles ont systématiquement beaucoup d'anticorps dirigés contre les globules rouges des individus de groupe sanguin A. Ce qui veut dire que dans leur colostrum, on va trouver beaucoup d'anticorps dirigés contre les globules rouges d'individus de groupe sanguin A. Le chaton, à la naissance, qui lui est de groupe sanguin A avec sa mère B, boit le colostrum. Il ingère une quantité importante d'anticorps dirigés contre ses propres globules rouges. Ces globules rouges sont détruits, vont en fait relâcher de l'hémoglobine, et cette hémoglobine, elle est toxique en fait pour les cellules. Quand elle n'est pas dans les globules rouges, elle est toxique. Et cette hémoglobine, pour le coup, peut migrer, peut entraîner donc des lésions. On peut se retrouver, en fonction de la quantité de colostrum que le chaton a consommé, on peut se retrouver avec des mortalités aiguës. Vous êtes là, tout va bien, vous partez, vous revenez 2 heures après, vous trouvez le chaton décédé, raide mort. Vous pouvez avoir des chatons qui dépérissent sur 2-3 jours suite à l'ingestion de lait qui contient beaucoup d'anticorps contre leurs globules rouges. Vous avez parfois, si les chatons n'ont pas reçu beaucoup de colostrum, ou un colostrum qui contenait peu d'immunoglobulines, des chatons qui, 15 jours après la naissance, vont développer des nécroses, notamment au niveau de l'extrémité de la queue, puisque ce sont des zones en fait où les immunoglobulines vont s'accumuler. Donc du coup, ces chatons vont survivre, mais 15 jours après, vous allez voir cette nécrose de la queue, qui est en fait potentiellement liée justement à cette incompatibilité de groupe sanguin. Le chaton n'a pas été tué parce qu'il n'en a pas reçu suffisamment pour le tuer, mais suffisamment pour lui créer ces petits symptômes. Donc, comme tout toxique, c'est la quantité qui fait le toxique. Et on a 1001 expressions cliniques de ce problème. Et aujourd'hui, c'est quelque chose dont je pense qu'il faut vraiment bien en être conscient en élevage félin. Là encore, c'est quelque chose qu'on répète souvent, et j'insiste parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement éviter aujourd'hui. Alors, il y a une chose déjà, vous connaissez vos races, vous connaissez bien vos races, et en fonction de la race, et ben malheureusement, ou heureusement, mais la fréquence, le problème, vous l'avez compris, vient des femelles de groupe sanguin B. Et la fréquence des individus de groupe B varie en fonction des races. Si on prend des siamois, des burmese, des tonkinois, bleu russe, oxycate, dans ces races-là, c'est très rare de trouver un individu de groupe sanguin B. Alors, tout est possible en biologie, donc il y en a certainement quelques-uns, mais c'est relativement très peu fréquent d'avoir des problèmes d'érythrolyse néonatale pour le coup, parce que les individus de groupe sanguin B, il y en a très peu. Mais regardez des races qu'on trouve un peu plus fréquemment, Maine Coon norvégien, 1 à 10% des Maine Coon, jusqu'à 10% des Maine Coon sont de groupe sanguin B. 10% c'est un individu sur 10. Persan, Scottish Fold, Birman, Somalie, jusqu'à 25% des individus sont de groupe B, un individu sur 4. Et puis vous avez les extrêmes, tout ce qui est British Shorthair, Rex Devon, Rex Cornish, où là, effet inverse, on a jusqu'à 60% des individus de groupe sanguin B. Donc vous voyez qu'en fonction de la race, on a des races qui sont plus prédisposées aux maladies et pour le coup à cette maladie. Et pour le coup, vous connaissez votre race, vous connaissez certainement si elle est prédisposée ou pas. Et ce que je voulais montrer ici, c'est que du coup, en fonction des races, dans certaines races, vous voyez qu'on a jusqu'à 25% des portées, donc une portée sur 4, qui sont à risque. Donc, c'est une réalité. L'érythrolyse néonatale est un problème qui existe en élevage félin. Et aujourd'hui, heureusement, vous avez les outils
pour vous protéger et pour éviter d'être confronté à ce problème qui malheureusement peut impacter fortement la mortalité néonatale des chatons. Le premier outil que vous avez, c'est le test génétique. Vous savez qu'on est entré aujourd'hui dans l'ère de la génomique, et là j'ai pris une photo sur un site européen qui s'appelle Antagen, mais vous avez des équivalents également en Amérique du Nord. On a des tests génétiques qui peuvent être faits sur les individus adultes où justement ils vont analyser le matériel génétique et déterminer à l'avance le groupe sanguin de vos animaux. Et comme vous connaissez le groupe sanguin des animaux avant même de les avoir utilisés pour la mise à la reproduction, vous pouvez pour le coup déterminer à l'avance si vous voulez faire ces mariages ou pas. Vous ne voulez pas être confronté à l'érythrolyse néonatale. Pour le coup, vous savez qu'il faut éviter de marier des mâles de groupe A avec des femelles de groupe B, puisque le problème survient quand on a une femelle de groupe B qui est mariée à un mâle de groupe A ou de groupe AB éventuellement. Mais pour le coup, on a ces tests génétiques qui, bien longtemps à l'avance, vous permettent d'établir votre stratégie d'élevage. Et puis parfois vous direz peut-être, mais juste, vous êtes éleveur, vous êtes les personnes les mieux placées pour déterminer quels animaux doivent être mis à la reproduction quels animaux doivent être mis ensemble à la reproduction, justement pour améliorer votre génétique et pour améliorer votre race. Et vous êtes les mieux placés pour prendre ce type de décision. Et peut-être qu'un jour, vous voudrez faire ce mariage difficile avec un mâle de groupe A et une femelle de groupe B. Et pour le coup, on sait qu'on risque de se retrouver avec des chatons de groupe sanguin A, pour le coup, qui peuvent être sujets à l'érythrolyse néonatale. Et vous avez des tests rapides qui peuvent être utilisés aujourd'hui. Alors, je vous ai mis celui-là en photo, mais il y en a plein d'autres disponibles aujourd'hui sur le marché. Vous pouvez, pour le coup, dans ce cas-là, vous avez les chatons à la naissance et vous pouvez déterminer dès la naissance si les chatons sont de groupe sanguin A ou B et savoir quel chaton vous pouvez mettre à la mamelle et quel chaton vous ne devez pas mettre à la mamelle. Très souvent, dans ce cas-là, beaucoup d'éleveurs, ce qu'ils font quand ils font ces mariages à risque, ils vont retirer les chatons de la mamelle pendant les 16 premières heures. Alors moi j'ai tendance à être très précautionneux par rapport à ça. En règle générale, je recommande de ne pas les mettre à la mamelle pendant les 24 premières heures de vie. Mais certains éleveurs, dernièrement, j'ai parlé avec eux, m'ont dit qu'ils les mettent à la mamelle dès 16 heures après la naissance et eux n'avaient pas ce type de problème. Alors moi je suis peut-être trop précautionneux par rapport à ça, mais pourquoi pas? Encore une fois, ce qui est bien, c'est que vous pouvez déterminer le groupe sanguin des chatons dès la naissance et pour le coup savoir quels chatons peuvent aller à la mamelle de la mère et quels chatons au contraire doivent être biberonnés. Et après ces 16-24 heures, vous pouvez les remettre à la mamelle de la mère pour le coup. Donc vous avez des options, même pour ces mariages à risque, mais qui peuvent être extrêmement intéressants pour votre sélection génétique. Et là, encore une fois, vous êtes les personnes les mieux placées pour déterminer si ça vaut la peine de le faire ou pas. Donc pour conclure là-dessus, ce que vous avez compris, c'est vraiment que la prise colostrale, c'est la première protection du chaton. C'est ce qui va le protéger par rapport aux agents pathogènes du milieu, et à ces agents pathogènes qui, malheureusement, en élevage chez-là, c'est un fait, sont bien présents, ce qui explique pourquoi les chats sont très prédisposés, malheureusement, aux maladies infectieuses. Et cette protection colostrale, vous voyez qu'en fonction des maladies, elle va varier. Elle va varier bien évidemment en fonction de la quantité de colostrum ingéré, de la qualité du colostrum ingéré, mais que globalement, cette protection colostrale, elle va disparaître entre 6 et 14 semaines. Et au moment où cette protection colostrale disparaît, on a transition à l'immunité propre du chaton. Cette période de transition de la prise transition de l'immunité du colostrum à l'immunité naturelle du chaton est souvent ce qu'on appelle la période critique. Cette période où, d'une certaine façon, les animaux sont prédisposés plus fragiles parce qu'on a une période où le colostrum n'est pas assez fort pour les protéger, mais où leur système immunitaire n'est pas encore capable de monter une réponse immunitaire efficace. Et on pourrait passer des heures à discuter de cette période critique, ce sera certainement quelque chose qu'on fera dans le futur, mais c'est une toute autre histoire. Et ce que je veux vraiment vous dire en plus ce soir, c'est bien vous montrer que le colostrum, c'est important que les chatons le reçoivent, et s'ils le reçoivent, c'est la meilleure façon de bien les faire démarrer. Si on n'a pas de colostrum, on a des alternatives. Et on peut sauver des chatons qui n'ont pas reçu de colostrum, c'est possible. On a l'alternative sérum, pas très pratique, mais qui peut être utilisée. Un point essentiel, quoi qu'il arrive, c'est toujours s'assurer que l'hygiène de la maternité est optimale, parce que mieux vous contrôlez votre hygiène, moins il y a de germes susceptibles de causer des problèmes chez le chaton. Mais un point important, on peut sauver des chatons qui n'ont pas reçu de colostrum, on a des alternatives aujourd'hui.
Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à cette formation ce soir. Encore une fois, c'est toujours un plaisir. Alors comme je vous l'ai dit, les dieux d'Internet étaient un peu contre nous et j'espère, je vais le voir maintenant sur le forum, que tout s'est bien déroulé de votre côté. Mais merci beaucoup à vous d'avoir été là ce soir, nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris quelque chose. À la fin de cette formation, vous aurez un petit questionnaire à remplir pour vous donner, qui nous permet en fait d'évaluer qui vous permet d'évaluer en fait cette formation en ligne et de nous dire ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à le remplir. Et le dernier point que je voulais ajouter également, c'est comme toujours, hein, rappelez-vous, le monde de l'élevage, félin, canin, tout ça, sont des petits mondes. On n'est pas nombreux et je pense que c'est important qu'on essaye tous de faire partie de la discussion. Donc, n'hésitez. Alors, on essaye de mettre à votre disposition souvent, le plus fréquemment possible, des informations qui peuvent vous aider dans le quotidien, dans votre gestion de l'élevage, des informations sur la reproduction, les maladies infectieuses et tout ce qui peut toucher à l'élevage canin et félin. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est là où on les partage. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à faire partie de la discussion, puisque c'est quand on fait partie de la discussion, justement, qu'on peut faire avancer les choses. Encore une fois, merci d'avoir été là ce soir. On va maintenant ouvrir, je vais maintenant regarder sur le chat, je vais couper la présentation, regarder sur le chat s'il y a des questions. Et encore merci d'avoir assisté à cette présentation. Thank you. Please stand by.